La veille de ma pendaison de crémaillère, ma mère m'a envoyé un SMS. Eh bien, on va la rater. Ta sœur vient de déménager aussi. Pas d'appel, pas d'excuses, juste des pixels sur un écran lumineux, déchirant l'obscurité. Alors, j'ai souri, soufflé les bougies que j'avais allumées pour eux, et fermé la porte sur un dîner qui aurait lieu sans eux. Une semaine plus tard, tandis que les caméras filmaient ma nouvelle villa sur HGTV, le même téléphone n'arrêtait pas de vibrer, les appels manqués s'empilaient comme des marées. Et croyez-moi, cette émission n'était que la première vague. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi, avez-vous déjà été discrètement effacé par votre propre famille ? Quand j'avais 8 ans, le matin de Noël commençait toujours par le son des talons de ma mère sur le carrelage et l'odeur des brioches à la cannelle. Chloé, ma sœur cadette, était déjà assise près du sapin, des rubans emmêlés dans ses cheveux, souriant comme si le soleil lui-même l'avait choisie en premier. « Ouvre, ma chérie », disait maman, en tendant à Chloé une grande boîte enveloppée de papier doré. J'attendais la mienne, une plus petite, mise de côté. À l'intérieur, chaque année, quelque chose de pratique. Des chaussettes, un cahier. « Tu aimes écrire des choses », me rappelait-elle, comme si c'était un cadeau d'être prévisible. Quand j'avais 10 ans, Chloé dansait sur scène à la fête du printemps. Robe blanche, ruban rose. La foule applaudissait comme si elle avait inventé la joie. Papa la soulevait dans les airs et disait « C'est ma fille ». Une semaine plus tard, je rentrais à la maison avec un ruban bleu de la foire scientifique du district, une voiture solaire que j'avais construite avec des chutes de bois et de l'aluminium. Je me souviens de l'avoir tendue vers lui, attendant la même lumière dans ses yeux. « C'est bien, dit-il. Ne reste pas éveillé si tard la prochaine fois. » Puis il se retourna vers la télé. À 12 ans, j'avais appris que le silence était plus sûr. Quand Chloé a rejoint l'équipe de Shirley Digne, il y a eu des ballons, des dîners, de nouvelles chaussures pour sa saison. Quand j'ai réussi l'examen d'entrée au programme d'ingénierie d'État, maman a juste dit « N'oublie pas d'aider Chloé avec son projet d'anglais plus tard. » Ce n'était jamais de la cruauté, juste une absence, un oubli constant qui s'accumulait comme de la poussière sur une étagère. J'ai trouvé ma place dans le vieux cabanon derrière notre maison, où l'odeur de cèdre et de rouille emplissait l'air. Je m'asseyais par terre, ponçant de vieilles planches jusqu'à ce que mes bras soient douloureux. Un après-midi d'été, j'ai construit une petite table. Pieds inégaux, bords rugueux, mais elle tenait debout. J'ai passé ma main sur le bois et j'ai pensé, c'est à moi. C'était la première chose de ma vie dont personne ne pourrait s'attribuer le mérite. Cette table m'a suivi à chaque déménagement par la suite. Quand je suis partie pour l'université avec une bourse, j'ai laissé derrière moi les photos de famille sur le mur, mais j'ai pris cette table. Je l'ai revernise, j'ai porté son poids sur 3 étages jusqu'à ma chambre. Elle est devenue mon bureau, puis ma surface de dessin, puis le premier prototype de chaque design que je ferai jamais. Maman aimait dire que Chloé était le cœur de la famille. Peut-être qu'elle l'était, mais j'étais la structure, les poutres que personne ne remarquait jusqu'à ce qu'elles ne craquent. Ce fut l'année où j'ai arrêté de demander de la reconnaissance et où j'ai commencé à la construire à la place. Le message est arrivé un jeudi après-midi alors que je finalisais les bons de livraison pour la villa. La mer dehors était agitée. Le ciel était partagé entre l'argent et le bleu. Mon téléphone a vibré une fois, juste une petite vibration contre le comptoir en pierre. On va rater ta pendaison de crémaillère. Ta sœur vient de déménager aussi. Pas de salutation, pas de point d'interrogation, juste cela. Pendant une longue seconde, j'ai fixé le texte. Le reflet des mots scintillait sur la vitre de la fenêtre. Mon pouce a plané au-dessus du clavier, puis s'est posé sur 2 mots. C'est d'accord. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai posé le téléphone face vers le bas. La cuisine était silencieuse, sauf le bruit de l'océan. Je sentais l'huile de cèdre et les restes de peinture, vestiges de tout ce que j'avais construit seul. De l'autre côté de la pièce, la longue table à manger que j'avais conçue pour la soirée attrapait la lumière tardive, sa surface polie s'étirant vers la mer. 15 chaises à égale distance. Pas de place d'honneur. Quelque chose au fond de moi a changé. Pas le genre de douleur qui demande pitié, mais le genre qui décide qu'elle a fini d'attendre. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, mes doigts traçant le verre froid.
Mon reflet se superposait à l'horizon, petit mais stable. Je n'étais pas en colère. J'étais éveillée. J'ai éteint mon téléphone, l'ai glissé complètement dans un tiroir à côté d'un dossier intitulé « Liste d'invités ». Puis j'ai ouvert mon cahier, celui avec la couverture en cuir que j'avais depuis l'université, et j'ai tracé une ligne au centre d'une page vierge. D'un côté, j'ai écrit « Ceux qui ont toujours eu une place ». De l'autre, ceux qui n'en ont jamais eu. La liste s'est remplie plus vite que prévu. Cousins oubliés pendant les vacances. Amis qui avaient mangé seuls lors d'événements familiaux. Ma grand-mère à qui on disait qu'elle parlait trop à table. J'ai souligné chaque nom lentement, le stylo pressant des sillons dans le papier. Quand j'ai eu fini, j'ai de nouveau regardé l'océan. L'horizon brillait faiblement d'or, une fine ligne entre le jour et la nuit. J'ai fermé le cahier. Cette fois, je n'attendais pas d'être invitée. J'ai mis la table moi-même. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée dans le grand salon, les fenêtres ouvertes, le vent du Pacifique poussant à travers les poutres de cèdre. Chaque son, les vagues, les gonds, le craquement du bois ressemblaient à des instructions. Si ma famille pouvait m'effacer avec un texte, je réécrirais l'espace lui-même. Non pas pour prouver que je comptais, mais pour construire ce qu'ils n'avaient jamais fait, l'inclusion. J'ai commencé par le plan. À 2 heures du matin, j'ai déroulé du papier calque sur la table à manger et j'ai dessiné le plan d'une seule nuit. Lignes, angles, sources de lumière cartographiées comme un projet architectural. En haut, j'ai écrit au crayon « Tout le monde a une place ». À l'aube, la page était couverte de notes, de noms d'invités, de mesures, d'éclairage, de température, de disposition des tables. J'ai marqué où irait chaque chaise, m'assurant que le dos de personne ne ferait face à l'océan. Ligne de vision égale, lumière égale. J'ai dessiné le chemin de la soirée comme un plan d'étage pour l'appartenance. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et envoyé des messages. Court, direct. Dîner ce samedi, chez moi, près de la côte. Venez affamés. Puis j'ai commencé à appeler les gens de la liste. Rachel, mon amie d'université qui n'avait jamais personne pour l'attendre à l'aéroport. Ellie, mon cousin, qui avait été laissé de côté de la dernière réunion de famille. Tante Marivonne, qui mangeait dans la cuisine pendant les vacances parce qu'elle parlait trop fort. Leur voix portait d'abord l'incrédulité, puis la chaleur. « Tu organises » ont-ils demandé. « Il est temps » ai-je dit. À midi, j'étais déjà en train de poser les fondations. La villa était de nouveau vivante de mouvement, le bourdonnement des livraisons, l'odeur du sel et du polish pour bois. Je me déplaçais méthodiquement, presse-papier à la main, cochant des cases comme s'il s'agissait d'un chantier de construction. Linge de table, 15 couverts, crème et gris. Bougies non parfumées, assiettes identiques. Pas de hiérarchie dans le motif ou la taille. Au magasin de bricolage en ville, j'ai acheté de la ficelle pour accrocher des ampoules, des clips de qualité marine et un rouleau de toile imperméable. Quand le commis m'a demandé si je faisais une fête, j'ai dit doucement, quelque chose comme ça. Il a souri, ne sachant pas qu'il me tendait les matériaux pour une petite révolution. De retour à la villa, je suis passé d'une tâche à l'autre avec précision, j'ai vérifié la liste des paiements pour le traiteur, signé les factures de fleurs, mesuré le placement de chaque bougie sur la ligne centrale de la table. Même quand la tension me serrait les côtes, mes mains restaient stables. Chaque fois que la colère montait, je reprenais l'ancienne habitude de toucher le bord de la table, sentant le grain du bois jusqu'à ce qu'il m'ancre. Marguerite, la chef locale, est arrivée ce soir-là. Une femme d'une 50aine d'années aux mains fermes et à la voix calme, alors qu'elle déballait les ingrédients, elle a demandé « Quel genre de dîner est-ce » J'ai fait une pause, regardant la mer pâlir au gris derrière elle. C'est une table pour les gens qui ont cessé d'être invités. Elle a souri faiblement, comme si elle comprenait quelque chose de plus profond que ce que j'avais dit à voix haute. Les 2 jours suivants se sont déroulés comme une chorégraphie. Des lumières suspendues assez basses pour la chaleur. Des fleurs sauvages cueillies sur les falaises. Un léger mélange d'eucalyptus et de lavande flottait dans le hall. J'ai laissé des cartes manuscrites à chaque place, chacune simple. Vous avez votre place ici. Le vendredi soir, alors que je vérifiais les panneaux de verre pour les fuites de vent,
l'équipe de HGTV est arrivée plus tôt que prévu. Ils avaient filmé la villa des mois auparavant, et le producteur avait envoyé un SMS disant qu'il voulait un dernier plan de coupe de l'espace fini. J'ai dit oui sans réfléchir. Cela semblait juste. La maison était née dans le silence. Elle devrait être vue de cette façon aussi. Ils ont filmé tranquillement, les caméras flottant dans la lumière dorée. Pas de dialogue, juste le bruit de l'océan et le cliquetis des plats posés. J'ai continué à travailler pendant qu'ils filmaient, serrant les luminaires, ajustant les chaises, brossant la poussière du comptoir en pierre. L'un des caméramens a murmuré, « Vous bougez comme si vous l'aviez construite. » Je n'ai pas répondu. Il n'avait pas tort. À minuit, tout était prêt. Le grand salon brillait d'une douce lumière ambrée. La table en chêne s'étirait parallèlement à la mer, le linge lisse, les couverts étincelants, les bougies éteintes. Je me tenais à l'une des extrémités, l'air froid sur ma peau. Un instant, je l'ai vu comme il le ferait, un espace rendu égal. Pas de place d'honneur, pas de petites conversations blessantes, pas de comparaison, juste des chaises en attente. J'ai parcouru le périmètre de la table, mes doigts effleurant chaque chaise. 15 touches, petites, délibérées. C'était le même rythme que j'utilisais pour inspecter la solidité des poutres. Taper, presser, passer. Le son de ma propre respiration résonnait contre le verre. Lorsque j'ai atteint la dernière chaise, je me suis arrêté. Dehors, les vagues heurtaient les falaises plus fort, comme si elles répétaient la bande-son de ce qui allait arriver. J'ai vérifié ma liste une dernière fois. Invité confirmé, livraison réglée, paiements enregistrés, chaque détail équilibré, chaque tâche accomplie. Le soir suivant, les premiers phares ont serpenté la colline. À travers la vitre, j'ai vu des silhouettes sortir des voitures. Les enfants de Rachel courant vers la porte. Tante Marie-Vonne tenant une tarte enveloppée dans une serviette. Leur rire portait sur le bruit de la mer. À l'intérieur, j'ai allumé les bougies une par une. Les flammes vacillaient doucement, se reflétant dans le mur de verre jusqu'à ce qu'il semble que tout l'horizon soit vivant de lumière. La table attendait, large et égale. Le parfum de thym et de saumon rôti emplissait l'air. Quand le dernier invité est arrivé, j'ai refermé la porte derrière eux. Le murmure des conversations a monté, doux, hésitant, puis sûr. J'ai pris ma place à mi-chemin de la table, par à la fin. Pas de toast, pas de discours, juste le rythme lent des fourchettes contre les assiettes, et la chaleur des voix qui n'avaient autrefois nulle part où aller. De la terrasse, la mer était noire et infinie. À l'intérieur, la villa palpitait d'une vie tranquille. Pour la première fois, elle semblait complète. Non pas parce que ma famille manquait, mais parce que chaque chaise était enfin pleine. L'épisode de HGTV a été diffusé la semaine suivante. Je n'avais pas prévu de le regarder. Mais ce soir-là, la villa était de nouveau pleine. Rachel, Ellie, tante Marie-Vonne, même grand-mère. Quelqu'un a projeté l'émission sur un drap blanc le long de la terrasse, la mer murmurant en contrebas. Le plan d'ouverture a balayé la falaise, la caméra s'élevant vers ma maison. La lumière se répandait à travers le verre comme de l'eau dorée. Le narrateur parlait par-dessus les vagues. Lorsque la designer Bérangère Duval a construit sa villa en bord de mer, elle a voulu créer un espace où chacun avait sa place à la même table. J'ai entendu ma propre voix enregistrée des mois auparavant. Calme, impartiale. L'équité n'est pas décorative. Elle est structurelle. Un instant, personne n'a parlé. Le seul son était le vent frôlant la balustrade. Puis Rachel a expiré, un son entre la fierté et l'incrédulité. « Tu as dit ça ?» a-t-elle murmuré. « Tu as vraiment dit ça ?» J'ai souri faiblement, mes yeux toujours sur l'écran. « Oui. » L'épisode alternait entre des plans de drone et des gros plans. Mes mains alignant les couverts, la lumière du soleil traversant les poutres de cèdre. Marguerite remuant la chaudrée. Puis la table. La longue surface en chêne s'étirant vers l'horizon, des bougies vacillant comme de petits battements de cœur réguliers. Lorsque le générique a défilé, des applaudissements ont rempli la terrasse. Je me suis penché en arrière, respirant l'air salin, pensant que c'était enfin terminé. C'est à ce moment-là que mon téléphone a commencé à vibrer une fois, puis encore,
puis sans arrêt. L'écran s'est allumé encore et encore. Maman, papa, Chloé. J'ai laissé sonner. Rachel a remarqué. Tu vas répondre? A-t-elle demandé. Non, ai-je dit doucement. Pas encore. Au matin, il y avait plus de 30 appels manqués, suivis de SMS. On a vu l'émission. Pourquoi tu ne nous as pas dit? Tout le monde en parle. Puis, tu nous as mis la honte. Et enfin, rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. J'ai ouvert mon carnet à la place, coché la dernière case de ma liste. Dîner terminé. La table était vide maintenant, mais les bougies sentaient encore légèrement le sel et les agrumes. À midi, grand-mère a appelé. Ils vont essayer de réécrire l'histoire, a-t-elle averti doucement. Ils diront qu'ils ont été mal compris. Je sais. Alors ne discute pas, a-t-elle dit. Laisse juste la vérité s'installer au grand jour. Elle est plus forte là. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Maman. J'ai répondu cette fois, les mis sur haut-parleur, le son remplissant la même cuisine qu'ils avaient ignorée pendant des années. Grand-mère était assise à côté de moi, le thé à la main. Bérangère. Maman a commencé, son ton faussement doux. On a regardé ton épisode. Je pense qu'il y a eu un énorme malentendu sur ce que j'ai demandé. Ils ont fait croire qu'on t'avait exclu. Ce n'est pas vrai. On a juste. Ta sœur déménageait ce week-end-là. Tu sais à quel point les choses sont compliquées. J'ai regardé la mer à travers le mur de verre, sa surface scintillante de lumière. Tu m'as exclu avec tes propres mots, maman. J'ai toujours le SMS. Silence. Puis le changement familier, l'accent défensif, la rationalité exercée. Tu réagis encore de manière excessive. On t'a toujours soutenu. On ne pensait juste pas que tu voudrais faire un spectacle d'une pendaison de crémaillère. Tu as toujours été si discrète. La voix de grand-mère a coupé, stable, mesurée. Judith, arrête. Je t'ai vu faire ça depuis qu'elle est enfant. Toujours à détourner la lumière d'elle. Mère, ce n'est pas le moment. C'est le seul moment, a dit grand-mère. Chaque Noël, chaque anniversaire, tu as construit toute la maison autour du confort de Chloé. Tu te disais que c'était de l'équité. Ce n'était pas le cas. C'était du favoritisme. La respiration de maman s'est coupée. Ce n'est pas vrai. Si, a dit grand-mère doucement. Et maintenant, toute la ville l'a vu pour ce que c'est. La ligne est devenue silencieuse. J'entendais mon père en arrière-plan marmonner quelque chose à propos de drame et d'attention. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. Le poids du silence était enfin le leur apporté. Quand l'appel a pris fin, grand-mère m'a regardé par-dessus sa tasse de thé. Tu n'avais pas besoin de gagner, a-t-elle dit. Tu avais juste besoin d'arrêter de le porter. Dehors, les mouettes tournaient autour des falaises, leurs cris aigus contre le son régulier du ressac. La villa se tenait en pleine lumière, ses murs de verre reflétant l'horizon. Pour la première fois, la justice ne ressemblait pas à un triomphe. Elle ressemblait à un équilibre. 2 jours plus tard, la maison était de nouveau silencieuse. Les chaises étaient toujours rapprochées du dîner, le linge légèrement froissé, l'air, toujours empreint de l'odeur de sel et de citron. Je marchais pieds nus dans le grand salon, chaque pas résonnant contre le verre. La mer à l'extérieur s'était calmée, grise, stable, indifférente à tout ce qui s'était déroulé. Mon téléphone était posé face contre terre sur le comptoir. Je ne l'avais pas rallumé depuis cet appel. Au lieu de cela, j'ai ouvert les portes de la terrasse et laissé le vent traverser la maison, emportant la lourdeur qui y avait résidé trop longtemps. Pendant des années, j'avais construit des espaces pour que d'autres s'y sentent à leur place. Maintenant, je comprenais que j'avais toujours construit vers ce silence. Ce soir-là, je n'ai invité que 3 personnes, mes parents et Chloé. Pas de caméra, pas d'invités, pas de table pour 15, juste une petite près de la cheminée, la vieille table en cèdre de mon cabanon d'enfance. Sa surface portait encore de légères cicatrices du temps où je l'avais poncée pour la première fois, enfant. J'ai mis 4 assiettes, versé du vin et attendu.
Quand ils sont arrivés, ils semblaient plus petits d'une certaine manière, le bruit de l'océan pressant derrière eux. Ma mère a passé ses doigts le long du bord de la chaise. C'est magnifique, a-t-elle murmuré. Différent de ce que j'imaginais. C'est chez moi, ai-je dit simplement. Le dîner fut silencieux. Le feu crépitait. Mon père a complimenté la nourriture. Chloé a fixé la table, sa voix enfin douce. Je ne savais pas, a-t-elle dit, que ça faisait si mal. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas comment le dire. Personne ne s'est excusé. Personne n'avait à le faire. Le silence entre nous n'était plus une guerre. C'était un espace. Ma mère a expiré lentement et sans défense. Tu as bien fait, Bérengère. Vraiment bien. Ce n'était pas une rédemption. C'était une reconnaissance. Et c'était suffisant. Après leur départ, je suis restée près du feu jusqu'à ce que les braises s'estompent. Les vagues dehors gardaient leur rythme, le même que j'avais entendu toute ma vie. Seulement maintenant, cela ne sonnait plus comme de la distance. Cela sonnait comme un retour. Je suis sortie sur la terrasse, l'air nocturne frais sur ma peau. En dessous, la mer respirait en un rythme lent, infini et sûr. J'ai posé ma main sur la vieille table en cèdre, traçant son bord usé. Pendant des années, j'ai attendu que leur chaise s'ouvre. Maintenant, je construis la table entière moi-même. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, cette histoire était pour vous. Le silence de Bérengère n'était pas une faiblesse. C'était une conception, une structure, un contrôle. Parfois, s'éloigner n'est pas perdre. C'est reconstruire selon ses propres termes. Si ce moment où elle a fermé la porte et choisi la paix plutôt que la permission est resté avec vous, dites-le moi dans les commentaires. Avez-vous déjà dû poser une limite si nette qu'elle a tout changé? Je lis chaque histoire que vous partagez, c'est ainsi que cette communauté reste réelle. Et si vous voulez plus d'histoires où la justice parle en silence, abonnez-vous. Il y a toujours une autre vengeance tranquille qui attend d'être racontée.